Quand l'Afrique raconte, le podcast qui vous fait découvrir les grandes voix de la littérature africaine francophone. À travers des interviews d'auteurs, des récits inspirants, chaque épisode explore les livres, les histoires et les imaginaires du continent africain. Un podcast littéraire pour rencontrer des écrivains, découvrir leur parcours et voyager au cœur d'une francophonie talentueuse, vivante et plurielle. Créé par Rencontre des auteurs francophones, avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie. Je suis Sandrine Mérez, je reçois aujourd'hui Alain Mabankou, l'un des plus grands auteurs francophones contemporains. Nous avons enregistré cette conversation à Princeton lors de la 11e édition du Festival international des auteurs francophones. Bonjour Alain. Bonjour. Alors, je le rappelle, Alain est un des plus importants auteurs francophones de sa génération, professeur émérite à la grande université de UCLA en Californie. Premier auteur africain aussi de la maison, enfin de la collection blanche de Gallimard. Et ça, ce n'est pas rien. On en parlera, puisqu'on parlera essentiellement de l'Afrique. Multiprimé, dont le Renaudot. Et puis une vie essentiellement à Los Angeles aujourd'hui, même si on vous voit beaucoup en France, dans des salons, dans des beaux rendez-vous. J'aimerais d'abord que vous portiez un regard sur l'enfant l'enfant que vous étiez. Dans cet enfant de Pointe-Noire qui est devenu une référence aujourd'hui de la littérature francophone dans le monde. Le regard que je porte sur cet enfant que j'étais à Pointe-Noire, c'est un regard de cette petite silhouette qui courait le long de la côte sauvage à Pointe-Noire, la ville du Sud, capitale économique. Nous étions plusieurs gamins à errer le long de cette côte sauvage, à aider même les pêcheurs béninois à ramener les filets jusque sur la plage, et à la fin, on nous donnait quelques poissons. Et moi, ça m'avait fait une belle impression parce que ça me faisait penser, avec le temps maintenant, ça me fait penser au livre de Hemingway, Le vieil homme et la mer, parce que c'était quand même le courage de ces pêcheurs, le courage de ces mères qui laissaient leurs enfants aller jusqu'à cette côte sauvage. Donc cet enfant est resté en moi, et c'est cet enfant qui alimente finalement toutes mes écritures, toutes les œuvres que j'ai écrites sont écrites par ce personnage qui disparaît dès que j'ai fini d'écrire un livre et qui renaît au moment où je commence toujours un livre. Donc, il est quelque part en train de me guetter. C'est lui, ce petit enfant, qui me dit, c'est le moment de d'aller t'asseoir et de convoquer tes souvenirs pour libérer ce que moi j'ai dans le cœur. Mais est-ce qu'Alain Mabankou est devenu un adulte? Je pense que sur le plan officiel, je suis un adulte. Sur la carte d'identité. Mais voilà. Mais je suis resté cet enfant qui est toujours émerveillé, et qui est toujours blagueur, rieur. Ce n'est pas toujours le cas. On me voit parfois, je suis euphorique, mais j'ai aussi les moments où je sens de plus en plus que cet enfant s'éloigne. Et la guerre, et peut-être même la bataille que je mène, c'est de surtout faire de sorte que cet enfant ne disparaisse pas. Parce que s'il disparaît, c'est comme si un feu qui allait s'arrêter quelque part. Et peut-être que l'éternité est une forme d'enfance. Alain, vous avez écrit un livre, Lettre à un jeune auteur sénégalais, pour évoquer votre histoire, et je trouve qu'elle est pleine de promesses. Est-ce que c'est aussi une façon pour vous d'encourager la jeunesse africaine qui n'a peut-être pas toujours les codes, justement? Oui, la jeunesse africaine a besoin, comme on dit vulgairement, d'être coachée. Et cette jeunesse a besoin de modèles. Mais malheureusement, les sociétés actuelles mettent toujours en évidence des modèles qu'ils prennent pour des modèles, mais en fait, qui sont des gens qui profitent plus de l'immédiateté. La jeunesse actuelle ne sait pas que ce que nous devons acquérir, nous allons l'acquérir au fur et à mesure que nous sommes en train d'emmagasiner la culture. Et ces jeunes n'ont pas forcément les repères
des écrivains, des peintres, parce qu'on pense toujours que l'écriture, la peinture sont des choses intellectuelles, alors que si nous allons faire du sport, alors que si nous allons faire, je ne sais pas, des jeux, de la musique, nous irons très vite. Alors, pour expliquer à ces jeunes que l'écriture aussi est une activité importante dans l'existence, il faut qu'ils voient que les modèles en question qui veulent exprimer la culture descendent sur le terrain. C'est pour ça que j'ai toujours été en Afrique. Quand j'arrive, je vais dans les marchés, je vais dans les endroits populaires, et même quand j'interviens, je fais toutes les émissions dans lesquelles je sais que je peux capter ces individus, ces gens qui sont mes sœurs, mes frères, mes enfants, et qui, au fur et à mesure, commencent à me faire confiance parce qu'ils savent que lorsque je critique une situation, je suis parfois intraitable vis-à-vis de moi-même, je ne remets toujours pas la responsabilité aux autres. Donc, c'est dire à ces jeunes que votre jeunesse, c'est peut-être la période la plus précieuse. Si vous n'avez pas emmagasiné tous les éléments culturels qu'il faut, ne vous attendez pas qu'à 40, 50 ans, cette sorte de négligence puisse vous boucher les portes du futur. Parce que nous, lorsque nous grandissions dans les années 70-80, dès l'adolescence, on apprenait la langue, on apprenait les langues, on commençait la littérature, on lisait. Lire nous permettait de nous ouvrir au monde. Mais aujourd'hui, c'est vrai que toutes les situations sont faites que les gens vont dans ce qui est résumé, rapide et synoptique. Et vous allez voir que le langage de cette jeunesse est devenu presque formaté. Ils parlent tous par des phrases courtes qui rentrent dans un texto et c'est tout. Il n'y a plus cette époque où la phrase était composée du sujet, du verbe, du complément. Il n'y a plus cette époque où la phrase avait le participe passé, où on s'interrogeait est-ce qu'on doit l'accorder ou ne pas l'accorder. Tout cela a disparu parce qu'on pense que la langue n'a pas de valeur. Ce qui compte, c'est ce que nous allons acquérir. Alors que le monde de demain ne sera pas un monde conjugué avec l'auxiliaire avoir. Ça sera un monde toujours conjugué avec l'auxiliaire être. Qui es-tu? Comment tu as fait? Et si tu sais te définir, à ce moment-là, tu as quelque chose. Vous aviez, vous, un modèle, quelqu'un qui vous a porté, qui vous a donné envie justement de devenir ce que vous êtes? J'ai eu plusieurs modèles. Peut-être aussi que le modèle le plus étonnant serait peut-être ma mère. Voilà, j'avais répondu souvent, les écrivains, c'est normal, on les rencontre dans les livres, mais le premier modèle que vous avez, c'est soit le père ou la mère. Mais moi, j'étais dans une situation où le père incarnait peut-être la dernière voie de recours. C'est comme si vous allez au tribunal, le papa, il est à la cour de cassation. Vous devez commencer, voilà, tribunal d'instance, vous allez cour d'appel, puis rejeter, vous revenez, et là, quand l'affaire était très grave, papa sortait de la cour de cassation et tranchait. Et quand il avait tranché, sa décision faisait ce que le juriste appelle jurisprudence. C'est-à-dire que désormais, quand il y a un problème, on se réfère à ce que papa avait dit. Mais la mère, c'était autre chose. Elle n'était pas allée à l'école. Elle pensait que, en m'envoyant à l'école, elle se vengeait. J'étais comme celui qui portait par procuration sa fierté. D'ailleurs, quand on l'embêtait dans le quartier, il dit, de toute façon, mon enfant n'a jamais redoublé. Parce que elle veut pas que tu redoubles une classe, que tu ailles jusqu'au bout. Sa fierté, c'était de dire, il n'a jamais redoublé et il ira loin. Et à partir de là, quand j'ai commencé à écrire, chaque phrase que j'écrivais, j'avais l'impression qu'elle lisait par-dessus mon épaule. Et par voie de conséquence, je me disais, puisqu'elle lit par-dessus mon épaule, donc c'est elle qui est en train de me dire, voilà, si moi j'étais à ta place, je décrirais cette situation comme cela, comme cela. Et si j'ai écrit, c'était peut-être aussi pour venger cette sorte d'analphabétisme dont je m'en étais rendu compte que bien plus tard, parce que quand j'étais tout enfant, je pensais que tout le monde savait lire et écrire, les adultes.
Et puis, plus je grandissais, plus je voyais les limites de ma mère, plus je savais qu'elle n'était pas dans les grandes pensées, mais elle était dans l'efficacité. Et c'est cette efficacité que j'ai prise. Quand je veux dire quelque chose, eh bien, je fais comme on avait dit, je conçois le plus simplement possible, les mots viennent aussi le plus simplement possible. Mais c'est une vengeance ou c'est une revanche? Disons que ça peut être aussi les deux. Vengeance peut-être vers cette sorte De de société? société Ouais. qui n'a pas permis à la Mm. femme africaine d'avoir un rôle dans la culture. Mm. On disait que non, si vous envoyez les femmes à l'école, elles risquent de commencer à vous dire non, à douter, à vous contredire. La revanche aussi, c'est parce que les coups qu'elle avait déjà reçus dans la vie, faire le petit commerce pour que son enfant devint quelque chose de un être dans la vie, et de savoir qu'elle n'avait qu'un seul enfant, donc fils unique dans une société où chacun avait au minimum 5 enfants. Et donc, si vous n'avez qu'un spécimen, Il doit être voilà, tous les jours, au elle firmament. vivait dans la crainte que si celui-là aussi s'en va, je risque de rester comme une femme sans enfant. Et en général, dans ces conditions-là en Afrique, on pense toujours que si vous n'avez pas des enfants, donc vous êtes sorcière. Et même quand vous avez un seul enfant, on dit vous êtes quand même sorcière parce que pourquoi vous n'avez pas eu Avec un d'autre? enfant. Ouais. Voilà. Je voudrais qu'on parle aussi du film qu'on a eu la chance de voir hier à Oui. l'université de Princeton, Noir en France. C'est un film qui m'a bouleversée, mais pas que moi. J'ai vu dans la salle, j'ai même vu des gens émus presque au bord des larmes. Je crois qu'on se rend pas toujours compte de ce que le racisme est encore très présent et surtout de la blessure qui perdure quand on voit un Yannick Noah, quand on voit des adultes qui ont 60, 70 ans et qui sont blessés de tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Moi, j'avais envie de dire à la petite fille qui disait qu'on lui disait qu'elle était un caca ou qu'elle mangeait trop de chocolat noir, j'avais envie de lui dire mais ils sont beaux tes cheveux, mais ta peau est formidable. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces enfants? Enfin, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme clé pour leur dire d'être fiers de ce qu'ils sont? Les enfants suivent ce que les adultes font jusqu'à ce qu'ils atteignent cet âge qui va leur permettre de se distinguer de l'identité parentale. Mais il y a des parents qui font de sorte que les enfants n'aient pas cette période de séparation identitaire, de choix individuel dans la société. Quand vous avez un enfant qui vous regarde tout le temps, il est derrière il ou elle est derrière votre miroir en train de vous regarder mettre des produits pour être moins noir, pour être clair de peau. Évidemment, dans le cerveau de l'enfant, se greffe cette idée selon laquelle la couleur noire est une couleur de damnation. Et donc, l'enfant va vivre dans la perspective de rechercher tous les moyens qui le feraient échapper à sa négritude. C'est à cette période-là, tout enfant peut comprendre si on leur dit la fierté d'être ce qu'on est, la fierté de respecter les autres parce que nous avons été créés de façon différente. Même quand vous voulez de l'électricité, vous devez prendre le positif et le négatif pour que ça donne du courant. Mais nous, en général, on vit dans des sociétés où on dit voilà, ça c'est le positif, faut enrayer le négatif. Mais le négatif a été défini par la civilisation qui a le pouvoir économique. La civilisation en question qui a fait que vaut mieux avoir des cheveux tirés, vaut mieux avoir un nez aquilin, vaut mieux s'habiller comme l'Européen. Donc, l'enfant n'arrive pas à se retrouver dans les valeurs de sa famille puisque la famille les a effacées. Alors, vous qui vivez aux États-Unis, alors moi j'ai élevé mes enfants ici, et j'ai trouvé que ce qui était formidable finalement, c'est que au lieu de, en France, on cache, on essaie que tout soit comme ça, aplani, alors qu'ici, bon, on célèbre toutes les fêtes. Il y a le mois, le Black Month, il y a l'héritage hispanique. Est-ce que finalement, l'école n'a pas une responsabilité aussi? Alors, les parents n'en parlent pas, parce que l'éducation, je pense que tout vient de l'éducation. Un enfant de 4 ans qui dit à son petit copain, je te touche pas parce que t'es noir, c'est parce qu'il l'a entendu quelque part. Mais est-ce que l'école n'a pas une responsabilité? Est-ce qu'on ne devrait pas faire des programmes où on apprend à s'aimer, finalement? Je pense que la responsabilité est collective.
Ça part depuis le contrat social de Rousseau, où vraiment nous avons l'éducation de la maison, puis nous avons l'éducation de l'école, on a aussi l'éducation de la rue. Et selon que vous allez choisir dans cette sorte de trinité, quelle part vous allez mettre dans votre vie, et ça va diriger. Si vous choisissez que tout simplement la part de la rue, peut-être que vous perdez aussi les valeurs de la famille, peut-être aussi, si vous choisissez l'école, alors là, ça devient plus intéressant. Quelle école? Qu'est-ce qu'il y a à l'école? Est-ce que cette école que vous avez choisie prêche les valeurs de l'humanisme, les valeurs des êtres humains? Est-ce que l'école que vous fréquentez est une école qui va vous apprendre à vous effacer pour prendre une autre culture, ce qui a été beaucoup le cas chez les Africains, où on étudiait tout ce qui était en Europe. Quand nous arrivions en France, les Français étaient étonnés de savoir qu'on pouvait réciter tous les rois qui ont régné en France, qu'on pouvait parler de toutes les régions de la France, qu'on pouvait parler des grands livres de la littérature, qu'on pouvait décortiquer Marcel Proust. Et quand on leur posait la question où se trouve le Congo, est-ce que l'Équateur passe dans quel endroit de l'Afrique? Ils ne savent même pas, alors que c'était des territoires qui appartenaient à la France. Et peut-être aujourd'hui, il y a une part de la mémoire française qui se trouve du côté de ces peuples que la France a dominés. Et le vrai homme politique ou la vraie femme politique de France qui trouvera cette sorte de potion magique qui ferait qu'on apprenne à la fois les cultures françaises et qu'on considère aussi les cultures de ces espaces des anciennes colonies comme faisant partie de l'histoire de France, ah ben cet homme politique ou cette femme politique aura résolu beaucoup de choses. Ça diminuera les complexes, ça fera de sorte que on étudie le mot, par exemple, nègre, sans avoir peur de le dire, parce que les Noirs avaient pris ce mot un peu bizarre, lancé à leur face comme une insulte. Ils ont créé une façon de penser qu'on a appelée la négritude. Alors moi, je voudrais revenir sur le prix Renaudot. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Alors, concrètement, dans votre vie d'auteur, et puis symboliquement. Bon, les prix littéraires font toujours plaisir à ceux qui les reçoivent, parce que ce sont quand même les pairs qui vont vous juger, c'est quand même toute la presse qui va se focaliser sur votre livre. C'est pratiquement pour la plupart des écrivains qui reçoivent cela comme une sorte d'acte de naissance littéraire. Et à ce moment-là, si vous étiez un écrivain confidentiel, vous avez la reconnaissance de vos pairs. Et pour peu que vous ayez une personnalité qui sort du commun aussi, vous devenez quand même un personnage très important et écouté dans la communauté littéraire. Donc forcément, quand vous recevez le Goncourt, le Renaudot, le Femina, hein, c'est trois prix qui sont très très populaires, Goncourt, Renaudot, Femina. Je ne parle pas de l'Académie française et autres, mais Goncourt, Renaudot et Femina, vous êtes dans une sorte de cercle un peu limité. Et surtout que si ce prix repose vraiment sur une œuvre qui est conséquente, si ce prix n'est pas le résultat de quelques peut-être discussions des éditeurs entre maisons, voilà, parce que ça finit, le temps finit par séparer les bons grains des livrets. Le livre va subsister parce que c'est le livre qu'on a couronné. Parce que lorsque nous ne serons plus là, nous ne serons plus là pour défendre nos livres. Les livres vont se défendre d'eux-mêmes. Et un livre qui a reçu un adoubement de ce genre, comme à l'époque, Les Voyages au bout de la nuit, vous savez qu'il est refusé au Goncourt, il a gagné le Renaudot. Et donc moi, quand j'avais reçu le prix Renaudot, j'étais fier de voir que je venais après deux écrivains africains qui l'avaient reçu. En 1968, c'est Yambo Ologem a reçu ça pour Le Devoir de violence, publié aux éditions du Seuil. Et puis en 2000, Amadou Kourouma a reçu ça pour son livre intitulé Allah ne pas obligé, toujours aux éditions du Seuil. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et puis moi, je suis arrivé 6 ans après, 2006,
toujours aux Aux éditions éditions du du Seuil. Seuil avec Mémoire de Porc-Épic. Donc, ça faisait dans l'histoire de la littérature africaine, au moment où je l'avais, 3 qu'il avait reçus jusqu'à présent. Et ce n'était pas quelque chose à négliger dans ce sens où tout le monde, toute l'Afrique sentait que on avait reçu le prix. Et Oui, d'ailleurs, en Congo, on dit jamais il a reçu, ils disent toujours nous nous avons avons reçu le réussi. prix Renaudot. Oui, Voilà. j'allais vous demander justement quel a été l'impact aussi Les- voilà. pour les Africains, parce que c'est... Voilà. L'impact pour les Africains, c'est que parfois certains Africains qui étaient incrédules par rapport à ce que vous écriviez, vous regardent maintenant autrement. Sur le plan des invitations, vous êtes invités partout. Sur le plan économique aussi, on ne le cache pas, ça ramène Oui, beaucoup de ventes de livres. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui dépense à 150 à l'heure, ça vous permet enfin d'avoir peut-être l'occasion de discuter avec un banquier pour avoir un investissement immobilier. Et je me rappelle que quand j'avais eu ce prix littéraire, la première personne qui m'avait écrit, c'était Eric Orsena. ah oui, Il m'a écrit, il m'a dit, ah, mon petit frère, fais attention. C'est vrai que tu es dans la gloire, mais tu verras que la gloire là, quand ça va passer, tu vas te demander qu'est-ce que j'ai retenu de ça. Et il a dit, achète une maison et donne ça au nom du prix Renaudot. Donc, c'était le premier conseil. Puis, Pascal Bruckner ici m'avait écrit dans ce sens pour me remercier et j'ai jamais oublié cela parce que chaque fois que je vois Eric Orsena, il me dit, tu as vu, je t'avais vous bien avez raison. conseillé. Et moi aussi, voilà, quand Mbougar Sarr avait reçu le Oui, Goncourt, je l'ai appelé, j'ai dit, Mbougar Sarr, Eric Orsena m'avait dit ça et c'est de mon droit de te dire ça, même si tu es bourgeois, fais quand même quelque chose. Donc j'espère qu'il a fait. vous avez pensé à votre mère ce jour-là? Je pense que moi, j'aurais été heureux qu'elle fût là, qu'il puisse voir ce que nous avons obtenu, puisque c'est aussi grâce à elle. Oui. Mémoire des Porc-Épic, Mm, le livre en mm, question, est inspiré de tout ce qu'elle me racontait. mm. Et donc, c'était presque une justice que j'aurais pu lui rendre. Mais bon, ça a été autrement. Au moins, je sais que j'ai rempli ma Oui. mission. Voilà, j'aimerais qu'on termine sur le dernier livre, hein, Mhm. Ramsès de Paris, qui est sorti au mois d'août dernier. Euh, c'est un livre à la fois drôle, émouvant. En fait, on rentre dans la communauté africaine de Paris, on Mhm. est à Château-Rouge, mais finalement, nous, on n'a jamais poussé les portes. Et vous nous faites pousser les portes en rencontrant des personnages un peu des pieds nickelés, mais c'est derrière ça tous les rêves et les espoirs de cette communauté, puis toutes les désillusions. C'est le Mhm. troisième qui Oui. nous emmène à Paris. Mhm. Pourquoi celui-ci? Est-ce que c'est le dernier? Est-ce qu'il y a encore des choses à dire? Non, moi je pense que l'inspiration est un oiseau migrateur. Il s'en va, il visite d'autres saisons et tout d'un coup il revient. Je ne peux pas dire que je ne reposerai pas le regard sur Paris parce que les livres que j'ai écrits sur Paris, que ce soit Bleu, Blanc, Rouge, que ce soit Black Bazar, que ce soit un polar qui s'appelle Tais-toi et meurs, et maintenant celui-là, Ramsès de Paris, sont des livres qui visitent une certaine époque. Bleu, Blanc, Rouge, nous étions dans une époque des années 90 qui a été couronnée un peu plus tard par la Coupe du Monde remportée par la France en 98. Black Bazar, c'était presque la résurgence de ces sapeurs Oui. qui vivaient leur vie, ceux qui aiment s'habiller, ceux qui aiment l'ambiance, ceux qui aiment la fête, avec des histoires d'amour dans les quartiers de Châtelet, etc. Et Tais-toi et meurs, c'était vraiment un autre livre qui, tout ça, que c'est publié aux éditions Point. Tais-toi et meurs, c'était un livre qui nous portait vers le polar africain. Comment on peut financer depuis le Congo-Brazzaville l'assassinat de quelqu'un qui vit en France et comment tout cela va se passer dans le monde africain. Et Ramsès de Paris, le livre publié au Seuil, c'est un livre qui met peut-être en relation l'Afrique du Nord et l'Afrique Oui. subsaharienne. Parce que j'ai constaté que dans notre littérature,
c'était toujours découpé. C'est clair. L'Afrique du Nord parlait de l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne parlait de l'Afrique subsaharienne avec des personnages noirs, de l'autre côté avec des personnages arabes, etc. Et moi, Ramsès est un Égyptien, Ramsès est un érudit, Ramsès c'est quelqu'un qui est réceptionniste dans un hôtel dans le 11e arrondissement de Paris, un hôtel dans lequel se passent beaucoup de choses, parfois louches, parfois émotives, et peut-être que mon personnage principal qui s'appelle Berado, qui va voir cet Égyptien pour pouvoir se tirer d'une affaire, est-ce que ça pourrait être possible cette fois-ci? Mais c'est un voyage en littérature, dans les cultures africaines, dans les quartiers les plus populaires de Paris. Parce qu'on oublie toujours, il y a des quartiers, donc il y a des quartiers asiatiques dans le 13e arrondissement, et puis il y a du côté du 18e avec les Africains, mais aussi vous allez du côté du Marais, le quartier juif, il y a beaucoup de quartiers un peu comme aux États-Unis, mais on ne dit pas le nom, on ne donne pas de nom communautaire, mais on aime se plonger dans ces quartiers. Donc quand vous rentrez dans ce livre, vous visitez un peu le Paris qui ne se trouve pas dans les manuels d'histoire ou de lecture à l'école. Il faut aller à Château-Rouge, Voilà. c'est une balade incroyable. Hein. Voilà. Mais je crois que ce livre va donner envie aux gens d'aller se balader dans le 18e. Merci Alain, on aurait pu parler encore des heures. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis merci d'avoir été le parrain de ce festival, de cette 11e édition du Festival des auteurs francophones. Merci Nous beaucoup. étions là à Princeton et Merci. ça a été un très beau moment. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Merci.